to be there. Thank you, Alexandre, for inviting me to the committee. So here you are here for a session that focuses on this issue of game or play, interaction and dynamic processes arising from an AI in motion. Personally, when I watched the video, sometimes I wondered if it was really on this question. So I'm happy to maybe to address this question with all of you. We want to highlight the nature of action by an artificial intelligence, maybe the main issue here at stake. And so we have 3 or 4 videos. We are sad that Rob Gallagher can't join because he's, well, he couldn't make it because of COVID today. So first we have Claire Châtelet on the expérience sensible de la machine, l'œil, le faillible et la pensée. Then we have or had a video by Johanna Neofutu entitled Écologie cybernétique, le retour de l'utopie ou une alternative possible, and Hermes Salceda and Philippe Boots on le devenir mécanique de l'art chez Raymond Roussel. So maybe I propose you each contributor first to give a summary of your paper in 2-3 minutes, maybe each one, and then we'll have common questions. Is it fun for you? And we could start with you, Claire. Okay. Thank you so much, and excuse me for my bad English. So my presentation using a corpus of films, but mainly of digital artworks. The issue is to question on the confusion caused by a dissolution of the gap between human and machine, and so on the possible emotional autonomy of the machine. In the anthropomorphic audiovisual representation of artificial intelligence, the gap that creates trouble appears above all in terms of emotion and less in terms of competence or knowledge. And this supposed emotional capacity of AI, because it falls outside the principle of efficiency of automated systems, can be interpreted both as a malfunction of the machine and a new competence which through emotions can precisely express a certain state of consciousness. So I wondered if the machine's thinking would be in this fault, in this fallible. To explore this question, I proposed to analyze the installation of the French artist Thierry Fournier, Pensez Voir. This is a web device in which we can watch real-time video stream resulting from the hacking of a video surveillance camera filming a beach. We can also hear a synthetic voice which attempts to describe the landscape it sees and which at the same time expresses its inability to analyze the image it captures. In the end, the camera wonders what is to see when you are a machine. How do you learn to see? What is a gaze and a judgment of the gaze? So the underlying question is how much human labor is actually behind artificial intelligence? This important issue of machine learning and the possible stereotypes, prejudices, and the value judgments that can be carried over into programming procedures can be found in the work of American artist and geographer Trevor Paglen. I explored in my presentation. I conclude with a parallel between the thinking image of Pensez Voir from Thierry Fournier's project and the invisible image of Trevor Paglen. For years, this artist has been researching computer vision, artificial intelligence, and the changing status of images. According to him, the images that result from these technologies do not offer a regime of visibility, but of invisibility. And all his artworks questions the political dimension of artificial intelligence systems and more generally, invisible connected networks and government surveillance. And it's what interested me in this presentation. Thank you. Thank you. Maybe give the
the floor to Joanna. I didn't see. Oh yes, I see you. Hello, Joanna. We can't hear you. You can't hear me. Yeah, no, it's fine. Good. It's really interesting to be part in this organization. It was really interesting following the workshops of the first day. So what I presented, the idea that I came to defend with my proposal is inspired by a poem of Richard Brautigan written in the 60s under the title All Watched Over by Machines of Loving Grace. So in this poem, Brautigan suggests the creation of a community, of an alliance between humans, machines, and nature, where all coexist in a mutually programming harmony, as he said. So coexistence and care are two notions very important towards machine and nature that cybernetic ecology engages. And what interests me in this poem, it's the way that it becomes a point of inspiration for many artists today. And in my proposal, I examined the work, the film essay of Stéphane Degouttant, Gwenola Wagon, and the podcasts of the artist James Bridle, which in both cases, the artists propose different experimentations to rethink and to reimagine our relationship with intelligent machines and with nature. So in the case of World Brain, we see a group of artists, researchers, and nomads that abandon civilization to live in the forest, but they choose to maintain, although, the connection with the internet. So they make different experiments and efforts to set up multiple connections with nature, but also with humans. In the case of James Bridle, the artist proposes to think of artificial intelligence as a way to connect and to understand intelligences that differ from the humane. He proposes to think of technology and in extent of artificial intelligence and of climate change as visual problems. And he engages attitudes towards machines and nature that question the anthropocentrism of Western civilization. So instead of using machines, instead of putting them in the service of humanity, Bridle proposes the respect, the care, and the collaboration with machine in an effort to save the environment. So in my point of view, these attitudes emerge from a deep concern, as Claire said before, about the implementation of technology and of artificial intelligence in particular in the regulation of contemporary societies. And they tend to examine artificial intelligence as a technological phenomenon bounded with the evolution of contemporary societies. But what I find very interesting is that instead of rejecting technology and of artificial intelligence, they propose to rethink and to reimagine the world with them. So the concept of cybernetic ecology is to find the new ways of seeing through the lens of artificial intelligence, which could reconnect us to the natural world around us. Thank you, Joanna. And maybe Hermès, you want now to give your abstract? Well. Oui. Bonjour, tout d'abord, merci à Alexandre Geffen et à son équipe pour l'organisation de ce colloque et pour l'espace web qu'ils nous ont préparé. Donc, ma communication, enfin, vous avez vu sur le site qu'elle est réalisée en partie en collaboration avec Philippe Booth, c'est un collègue et un ami, et nous avons discuté au cours de mes recherches du sujet des questions que j'allais aborder. Donc, finalement, nous co-signerons
article, mais Philippe Boots n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce qu'il est pris ailleurs. Donc, en présentant cette proposition de communication dans un colloque sur l'intelligence artificielle et la fiction, et en proposant Roussel, disons, pour moi, il s'agissait en partie, si vous voulez, de replacer Roussel dans le cadre de la science-fiction. C'est-à-dire, Roussel est un grand auteur de science-fiction et pourtant, il tend souvent, dans les milieux de la science-fiction, on a souvent tendance à le laisser un peu de côté et à valoriser, bien entendu, plutôt Jules Verne. Alors, par exemple, si vous voulez, Roussel est un des grands bouquins de science-fiction du XXIe siècle, qui est The War de Brian Cadling, est en très grande partie, un tiers du bouquin à peu près, et est un hommage à Raymond Roussel dans le colloque. Et dans notre colloque, il va être, dans certaines communications, question de Ghost in the Shell. Le film célèbre Ghost in the Shell, en partie un hommage à Raymond Roussel. L'Opus Solus est l'usine où sont fabriqués donc les cyborgs. Et je crois que c'est aussi le nom d'un des hackers du film. Et donc, ce que je voulais, c'est présenter, ce que j'ai voulu, c'est présenter Roussel comme un des grands précurseurs de problèmes qui se posent actuellement dans les rapports de la littérature et des arts avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à la fois précurseur par ses méthodes, c'est-à-dire Roussel est le créateur d'un procédé d'écriture dont la méthode de production scripturale, si vous voulez, peut être facilement assimilée à celle d'un algorithme, et au plan de la production, au plan de la réception, donc. C'est aussi, il nous présente aussi, il anticipe aussi certains rapports des humains à la machine avec ce robot Spadassin qui anticipe le combat, donc le duel de Garry Kasparov et de Deep Blue dans les années 90. Alors, ce qui est du siècle dernier, ce qui est merveilleux de ce robot Spadassin, c'est que Roussel en vient à créer une intelligence artificielle pour résoudre un problème linguistique. C'est-à-dire que ce qui va être particulier à Roussel, c'est que, disons, l'invention fictionnelle, l'invention en rapport avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on voudra, est toujours soutenue par une technologie textuelle extrêmement solide. Donc, l'autre point d'anticipation chez Roussel, c'est les problématiques ou les courants de pensée actuels en rapport avec le post-humanisme. C'est-à-dire, ce qui est frappant quand on lit le manifeste cyborg de Donna Haraway, c'est qu'on a le sentiment que ça peut s'appliquer de manière très directe aux inventions, aux êtres de Raymond Roussel, décrits par Raymond Roussel dans Impression d'Afrique et dans l'Opus Solus, c'est-à-dire l'univers de Roussel est un univers de mutants. Les distinctions binaires, homme, femme, humain, machine, naturel, artificiel, n'ont plus cours. Il va nous placer dans une espèce de nouvelle anthropologie dans laquelle les distinctions duelles n'ont aucune raison d'être. Donc finalement, le quatrième point, disons, sur lequel j'ai voulu signaler Roussel comme un grand anticipateur, c'est effectivement la mécanisation des arts. C'est-à-dire Roussel est un auteur qui a eu beaucoup plus de succès auprès des artistes, auprès des écrivains, auprès des créateurs d'une manière générale, que dans les milieux académiques. C'est-à-dire ça, c'est en partie parce qu'il a mis en scène, il a non seulement des méthodes d'écriture qui sont adaptables dans le milieu des arts plastiques, mais il a décrit un nombre important de machines qui ont inspiré un grand nombre d'artistes. Donc, c'est le cas de la célèbre machine à
peindre de Louise Montelesco, qui est vous avez vu le texte que j'ai mis sur mon espace, mon drive, l'espace drive qui vous était réservé. Donc, c'est une machine merveilleuse qui aspire à la reproduction exacte du monde en fusionnant la peinture et la photographie. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que quand même cette machine réussit à atteindre cette perfection en excluant complètement la subjectivité humaine. C'est une espèce de machine photographique qui exclut la lentille et l'objectif, donc le filtre de la subjectivité humaine, et c'est une machine à peindre ultra parfaite qui va nous annoncer ce que va faire Ross Godwin dans Wonder Road. Vous vous souvenez qu'il invente une espèce d'appareil photo, enfin un appareil qui prend des photos qui sont ensuite captées par un ordinateur, et à partir de la photo, la machine produit donc un poème. Donc voilà, à grand trait, ce que je veux souligner surtout, c'est que les inventions de Roussel, ce qui me semble important, c'est que quand même, ce qui les caractérise, c'est que l'invention se fonde sur une chronologie textuelle, sur des méthodes de production textuelle ultra exigeantes. Et c'est là, il me semble, la particularité de sa grande inventivité. Merci. Merci, Hermès. So I propose to focus our discussion on 2 lines, maybe. First would be about interaction with the machine, and the second about creativity and AI, about the fictional or narrative resources of the interaction with the AI. So first, the interaction with the machine. It's one of the common points in your papers, not with a simple machine, but with a machine that seems to be a person with a cyborg. For 2 of the papers, I was struck by the fact that this interaction clearly causes a disturbance, a trouble. And often the interpretation of this trouble is a way of linking it to a psychological disorder, which could be linked to our uncertainty about the human existence, the sense of humanity, what is to be human. And my question is, are there deeper things than that? So I would like to start with Raymond Roussel. Est-ce que Roussel, voilà, je le pose en français, est-ce que Roussel thématise la question du trouble de l'interaction avec le cyborg? Est-ce que le trouble, il est chez nous, le lecteur, ou est-ce qu'il le thématise dans ce qu'il écrit? Non, c'est-à-dire l'univers de Roussel, de ce point de vue-là, n'est pas inquiétant. C'est-à-dire le rapport à la machine est toujours positif. Je veux dire, et c'est plutôt un univers heureux, où le rapport à la machine, dans lequel le rapport à la machine n'est pas problématique, parce qu'en fait, pour Roussel, à travers toutes les inventions, les cyborgs, il en crée des tas, et toutes les machines merveilleuses qu'il crée. Pour lui, il s'agit surtout de mettre en relief la force, la puissance inventive de ces méthodes d'écriture, de sa technologie textuelle. C'est un peu ce qui se passe avec cette femme cyborg, Louise Montalesco. Je dirais, elle transgresse tous les binarismes de genre, c'est-à-dire on lui implante une prothèse, elle devient une femme machine, elle devient une femme orchestre, elle devient ensuite une femme homme parce qu'elle devient de plus en plus androgyne. En plus, ensuite, elle va transgresser tous les interdits de race, si vous voulez, pour l'époque, dans la mesure où elle va s'unir à un roi nègre qui s'appelle Yaourt. Donc, mais c'est un univers heureux qui n'est pas problématique de ce point de vue-là. Donc, c'est très significatif, par exemple, pour le cas du robot Spadassin. C'est-à-dire l'humain finit par féliciter l'ingénieur qui a créé la machine. Merci. And Claire, in your video, the disorder, you seem to say that it's because the machine seems to have emotions. But
imagine there are machines in other movies where the AI has negative emotions. And in these cases, these negative emotions don't disturb us. In the fiction, people react immediately by attacking, by fighting against the AI. And so my question is, what do you think about it? Is it positive emotions or human-like, not bad emotions that trouble us when in fictions people find these emotions in around the AI expressed by the artificial intelligence? I don't know if it's a positive emotion or negative emotion to express something like a burnout. In the case of the Pensée voir from Thierry Fournier. So real burnout. I don't know, but it's something about the doubt of the machine, and it's very human for us, for the spectators, for the public. Yes, you can have mercy, or it arouses maybe pity. Yes, it's empathy, of course. Yes, but maybe I can I can answer, because every film, so artworks is about maybe positive emotions or fragility, or about vulnerability and fragility. So it's very I don't know the word in English. C'est très rassurant pour nous. It's reassuring. Reassuring for us. Mm. And thank you. Joanna, in cybernetic ecology, there is no disturbance in the interaction between humans and robots or artificial intelligence. Is it just related to the fact to utopia, where everything has to go right and where conflicts are suppressed? Or is it the fact that their interaction does not cross the threshold of fiction? In every fiction, you have to have a conflict somewhere, and doesn't also cross the threshold of reality, but is kind of satisfied with projection. What do you think of that? Your mic, Ian. Can you hear me now? Yes. Yes, good. So I think mostly it's because cybernetic ecology is just an idea. Just an idea. We don't have a conflict because it's not something that we have actually, we don't have a real project happening. But I think probably most of all, it's because cybernetic ecology is a way of thinking of our relationship with machines and with our relationship with nature, and also because utopian dreams, utopian ideas happen. It's like paradise. They happen in a place where conflict doesn't actually exist. So it's actually also a question for me if in any case could be possible to programize, to think and to create computers in a way that respect the environment, and they could help us to imagine and think of environment in a different way, and to change the way that society alters our relationship with nature, but also if it could be ever possible to be in connection with plants, for example, like to be in connection with other entities that we share the world with, but we have left behind. And it's also a parallel evolution that goes, that appreciates differently cybernetic, appreciates differently artificial intelligence, but also nature. So mostly I think we don't see the conflict because we don't see the realization of this process. These artists that I examine tend just to propose different ideas and try to think differently our relationship, instead of actually putting in place a cybernetic ecology. But before putting it in place, you could put it into fiction, and that leads us to my second part,
the fictional or the narrative resources of the AI, of the interaction with AI, doesn't work here? Or how can you explain that? And then we ask the same, well, the question to the other contributors. I think in the project World Brain, it's putting in fiction, so because it's a fictional group that they created, the artists, to put in place this kind of experimentation. It's a fictional condition which they try to experiment different ideas, not using only cybernetic ecology, but also the ideas of interconnection and of magnetism and all these things that they could put together to find different connections to the world. So in a way, I think it's putting it in fiction, fictionalizing cybernetic ecology that allow us to discuss about the idea now. But with very little narrative or no diegesis. I don't know how to pronounce that in English, but il n'y a pas de diégèse, il n'y a pas d'anecdote très claire, il n'y a pas de... Non? Mais ce n'est pas une... C'est une idée qui émerge d'une inquiétude artistique, donc il n'a pas les contraintes d'une preuve scientifique. C'est plutôt une manière de s'engager dans de comportements différents. Et ça pourrait avoir des finitudes, des milliards de finitudes possibles. C'est juste en possibilité. C'est comme ça que moi personnellement, que je percevoir cette proposition par les artistes examinés. Donc la fiction a sa place, mais il n'y a pas besoin d'une narration élaborée. J'ai l'impression que c'est très nouveau comme concept parce que très récemment, les artistes contemporains ont engagé une discussion qui concerne la relation entre les machines et la nature dans un effort de les connecter. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espace à chercher, à voir. Et c'est une question qui émerge par la crise environnementale. Donc, c'est très récent comme inquiétude. Pourtant, il existe des exemples des utopies créées dans les années 60 et 60, des utopies, des expérimentations utopiques mises en place aux années 60 et 70 où ils cherchent une connexion entre les machines. Mais j'ai l'impression que la manière dont ces artistes engagent la discussion est très nouvelle et assez récente. Avec beaucoup d'espace du coup pour la créativité. Alors justement, là, je vais interroger Hermès. Je trouvais très intéressant ce que vous disiez sur les ressources fictionnelles de l'algorithmie telles qu'elles sont mises en œuvre par Raymond Roussel. Alors, on a un contributeur qui est absent, c'est Rob Gallagher. Je ne sais pas si vous avez pu voir sa vidéo, mais elle est très intéressante, notamment avec ce concept de sublimity. Donc, quelque chose dans l'interaction avec l'intelligence artificielle se met en place à la fois du sérieux et de l'absurde, à la fois du stupide et du sublime. Est-ce que c'est un concept qui vous paraît intéressant justement pour analyser le fonctionnement de la fiction, je dirais algorithmique, mais c'est peut-être pas la bonne expression chez Raymond Roussel? Je n'arrive pas à très bien vous suivre. Je n'ai pas tout à fait dit, c'est-à-dire la production de texte par ordinateur n'est pas tout à fait mon domaine. Si vous pouvez reprendre un peu ce que vous avez dit, j'essaye de... Disons la production réglée, en fait, pour résumer. Enfin, je dis algorithmique, mais vous disiez que Roussel se donne des règles extrêmement, des contraintes pour produire un ordinateur, et on lui donne des contraintes quand on fait de la création artificielle. Et là, c'est un peu une création artificielle. Et donc, ce que souligne Gallagher, c'est que quand, en face d'une création artificielle, on est devant aussi bien le stupide que le sublime, et que ça, peut-être, ça produit une espèce d'effet assez fascinant qui est lui-même un des ressorts de la fiction.
Oui, oui, oui. Enfin, ça, c'est ça s'est passé tout à fait comme vous dites, par rapport à Roussel. C'est-à-dire, Roussel, il n'utilise pas une contrainte très serrée, c'est-à-dire Roussel n'est pas pareil, qu'il utilise une contrainte relativement simple, mais en fait, il la traite avec une très grande rigueur et un très grand sérieux. Ce qui fait que si vous voulez, je me souviens de la réception de Roussel par Harry Matthews, par Harry Matthews. Alors lui, il décrivait très bien ses premières impressions par rapport à Roussel, c'était écoutez, ça, c'est pas sérieux. Alors, la première lecture de Roussel, il trouvait que c'était pas du tout sérieux. Parce que effectivement, il y avait cet aspect-là, cette espèce d'ambiguïté entre le sublime et à la fois le truc complètement absurde. C'est-à-dire, c'est un écrivain qui est capable de vous décrire une espèce d'éponge marine avec un cœur humain et puis 3 tentacules. Sur les 3 tentacules, il met 3 chatons et il fait tourner le tout. Donc, quand vous êtes face à une invention de ce genre, ça fait rire, mais en même temps, il le fait avec un sérieux, à un niveau d'abstraction, que ça devient un concept. Et donc, c'est ce qui explique, par exemple, qu'il a eu un aussi grand succès parmi les artistes. Mais il y a deux aspects chez Roussel, si vous voulez. Il y a l'aspect production, c'est-à-dire technologie textuelle procédé, il y a l'aspect invention. Et donc, dans les inventions qu'il fait, il crée des choses qui vont se passer des décennies après lui. C'est le cas de l'anticipation de Deep Blue et c'est le cas de l'anticipation, par exemple, de la machine à traduire. Il a décrit une machine automatique à traduire, enfin, qui n'est pas publiée dans les papiers du Fonds Roussel à la BNF, mais il l'a fait. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que pour résoudre les problèmes linguistiques qu'il a, les problèmes de créativité textuelle qu'il a, il invente des machines futuristes. Et ça, c'est assez surprenant. Et c'est assez différent de la science-fiction habituelle, parce que la science-fiction, normalement, c'est le livre court de l'imagination, tandis que chez Roussel, c'est de l'imagination réglée. C'est de l'imagination réglée qui finit par produire des choses complètement extraordinaires. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Tinguely, l'artiste suisse Jean Tinguely, qui faisait. Oui, la machine à peindre Il de pense à Louise. ça aussi. Hein. Voilà, la machine à peindre, il en a fait une. Oui, tout à fait. La machine à peindre, enfin, ça, je n'avais pas le temps, mais la machine à peindre de Tinguely, elle est directement inspirée de la machine à peindre de Louise Montalesco, mais d'une façon différente. Et ça, c'est assez surprenant. Oui. Alors maintenant, si on embête Claire, moi, je suis assez frappée. Enfin, cette question de le sublimity, est-ce qu'on vous l'appliqueriez à ces exemples de rapports empathiques avec l'IA qui restent troublants ou finalement pas? Oui, il me semble qu'en tout cas pour pardon, je parle en français alors je me permets. Il me semble que pour, l'exemple, que j'ai voulu analyser de Thierry Fournier, ce terme, me paraît vraiment intéressant parce que la la machine exprime aussi une sorte d'absurdité, de sa fonction. Qu'est-ce que c'est que contrôler? Qu'est-ce que je dois contrôler? Et donc on est à la fois dans le registre, empathique, par rapport à cette fragilité, mais aussi dans un registre presque de l'absurdité et peut-être du comique avec ce décalage qu'on peut avoir entre les images et la voix qui vient en boucle. Hein. Et ces paysages en plus qui sont connectés à notre temps réel, puisque bon, si on se connecte à 20 heures, c'est des images d'une plage à 20 heures, à un endroit spécifique d'une caméra qui a été hackée par l'artiste. Donc c'est vrai que ce concept me paraît extrêmement intéressant. En revanche, pour l'autre artiste dont j'ai analysé le travail, enfin rapidement, en conclusion, Trevor Paglen, il me semble pas du tout, puisque là, il y a vraiment une volonté de mettre à jour toute la non-transparence et la non-neutralité des images et de montrer aussi la subjectivité des images créées par des intelligences artificielles et tout le travail humain qu'il y a derrière ces images. Hein, et donc, le biais
pour le coup, et la discrimination, si on reprend les termes informatiques, qui existent derrière ces images et qui sont tous sauf neutres. Donc là, on n'est pas du tout dans la même approche. Et d'ailleurs, les processus de création ne sont pas du tout les mêmes, puisque là, il utilise en l'occurrence une interaction entre deux systèmes d'intelligence artificielle, une pour la génération d'images et une autre pour la reconnaissance des images. Et il essaie de démonter les dispositifs du machine learning, puisqu'il va entraîner les images à partir de poésie, de littérature, enfin de données issues de la poésie, de la littérature, de la psychanalyse, pas du tout efficientes dans leur précision, puisqu'on ne va pas du tout avoir la même interprétation des catégories. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant chez Trevor Paglen. Mais c'est pas drôle. Mais c'est pas. Non, c'est très inquiétant même. Et les images qui sont créées par les entités, j'en ai mis quelques-unes, enfin par le système, j'en ai mis quelques-unes. Elles ont une étrangeté très dérangeante, vraiment. Du coup, une dernière question pour tous, mais qui fait un lien ensuite pour les questions du public. When it's not funny, when the interaction AI is not funny, maybe it's the case when it doesn't opens new possibilities for fiction. Is it something that would work for you, for your case studies? Maybe Joanna, because Joanna, you work on cybernetic ecology. I'm referring to the question of Alexandra Semmer in the chat. It's something serious, not funny at all. And so the fiction that you find is very, very low fiction, so to say, no? Oh, no, new mic, please. Thanks. I think it's because exactly it's something very serious. It's something that defines our lives in very profound ways. And I think all these ideas of and the reason that there is this need to discuss and to fictionalize our relationship with artificial intelligence through the idea of cybernetic ecology, it's because it's something very serious, and that we need to find alternatives. We need to think in a different way. And the examples that I examine in my proposal emerge from a profound critique of the usage of artificial intelligence in the regulation of contemporary societies. So I think exactly because we need to imagine our relationship with technology and of artificial intelligence in a different way, we need theories that could fictionalize. We need fiction to imagine this relationship differently. And I think this is the place of cybernetic ecology, of an idea that could permit us to explore technology and artificial intelligence in a different way. Thank you. So now questions are coming in the chat. Maybe first I take the question by Isabella. Quelle est la place de l'illusion par rapport à la faille dans les deux travaux? Est-ce peut-être l'illusion de faille? Très intéressante question, qui est sans doute pour moi, oui. Donc, oui, il y a tout le travail de Thierry Fournier, c'est précisément sur cette question de l'illusion. Et alors, dans le travail de Trevor Paglen, c'est pas l'illusion de la faille, là, c'est plutôt l'illusion de la transparence qui est mise à jour. Mais effectivement, c'est dans et j'avais analysé aussi un film de Sayonara de Fukada, donc je pense que cette question de l'illusion, elle se rapporte à ces deux travaux plutôt. Et effectivement, c'est une question plutôt de la perception qu'on a des machines aussi, et comment ce que l'on peut imaginer de ces machines, parce qu'effectivement tout n'est qu'illusion, et c'est ça qu'on veut représenter. Pardon, je réponds assez mal, excusez-moi.
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je crois qu'on peut dire de manière générale, il y a en quelque sorte deux voies qui se dessinent en rapport avec tout ce qui concerne les intelligences artificielles. Je crois qu'il y a une voie dystopique, qui est celle de l'intelligence artificielle, société de contrôle, le rapport conflictuel avec les humains, mais il y a aussi l'utopie post-humaniste. Donc, et dans les utopies post-humanistes, nous aurions bien entendu Raymond Roussel, c'est-à-dire l'effacement de toutes sortes de clivages, de frontières entre les catégories habituelles que nous utilisons pour ordonner le monde, entre l'artificiel, le naturel, l'homme, femme, animal, humain, etc. Donc, on peut aussi imaginer, enfin, certaines utopies l'imaginent comme ça, imaginent que la dissolution donc de ces clivages va nous conduire à un univers heureux. Et là, je crois qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est-à-dire Roussel a eu un énorme succès au Japon. Et je crois que c'est peut-être parce que dans le monde oriental, on perçoit moins l'être humain comme centre unique de l'univers. C'est-à-dire qu'on les limites, les rapports au reste de l'univers sont beaucoup plus fluides. C'est peut-être pour ça que le monde oriental est peut-être plus à même de vivre tout ce qui se passe actuellement en rapport avec la robotique, les intelligences artificielles, d'une manière beaucoup plus naturelle que le monde occidental. C'est un peu le sentiment que j'ai, quoi. Alors, on avait encore une question. Je ne sais pas, Alexandra, do you think that your question was answered, or would you like to maybe to formulate it aloud directly? No, it actually has been answered in the chat, because I really think that I have the impression, I was very, very interested in this concept of cybernetic ecology. And I really think that there are some very interesting perspectives which are given here in this possible dialogue with the connectionist IAs. But at the same time, the actual dominance of big IT firms on the research of IA is really a problem if we imagine this dialogue in an equal way. So for me, the real problem is how could we free the actual research of IA from this dominance in order to give us the possibility to imagine these cybernetic ecology in a very concrete way. I agree with Alexandra, and I think the starting point of the artist that I examined in my presentation was the idea that our relationship with artificial intelligence today, it's under control, and it's controlled by systems that we don't have actually access, and this creates a relationship very rudimentaire and very unequal. Exactly. So if we engage if we engage a critique about the systems that control artificial intelligence, we can probably start thinking of new ways of perceiving artificial intelligence and intelligence different from our own. Louis, thank you. Louis has a question. Louis Rouillet, pardon. Rouillet. Yes. Good, thanks. Maybe it's a follow-up on the previous question, but I was wondering, Joanna, if in your corpus
there's a reflection about who builds the machines, because you were talking about, like, you know, a community that goes out of society but stays in connection with internet, but internet is already here. And is there a reflection on, like, you know, whether a new community would build, you know, new machines more ecologically viable and stuff like this? And it's connected with the previous question, because of course, like, you know, big IT firms, they are definitely not into building ecological machines, right? Well, to be honest, I haven't explored who will build the artificial intelligence, since the starting point of my question is how artificial intelligence could engage a discussion about alterity, and how could help us to imagine and think a relationship with different entities. But it's really interesting as a question. For example, in the World Brain, they invited an artist called Martin House, which proposes the Internet of the Earth, which is a construction that he creates by himself, and which is exposed also in multiple exhibitions. For example, or for Stéphane Degoudin and Gwenola Wagon, the experimentations of the group, it's the one that create what they call the interconnection of an internet, which is a direct and connects intelligence of animal, human, and different intelligences together. So these experimentations are, I don't know if I answer your question. Thank you, all of you. Thanks so much.